l'IA générative, c'est une technologie qui a le potentiel d'être dans notre quotidien à chaque instant, à chaque minute. Et c'est ça que ça doit être. Et pour ça, nous, on pense qu'il ne faut pas faire seulement du prompt et du chatbot. On dit plus on est 50, on est 200, on dit, eh ben, tu vois, à 20, on a fait 5 millions. À 20, on a fait 10 millions. Totalement. Il y a juste une erreur qui est réalisée, c'est de penser que les rapports humains sont régis uniquement par l'intelligence mathématique. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce qu'effectivement, avoir des IA qui vont être sur l'intelligence mathématique, statistique, capacité d'analyse très bonne. Mais en fait, dans l'intelligence humaine et dans les relations humaines, il y a de la créativité, de la stratégie, de l'empathie. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de AI Corner. Aujourd'hui, je suis avec Pierre, le CEO de Delos, qui commercialise une plateforme d'IA qui est un peu en concurrence avec tous les chats. Donc, vous connaissez ChatGPT, Mistral, et eux, ils ont une approche un peu différente. Donc, il va nous expliquer comment ils voient l'avenir des outils bureautiques d'IA et pourquoi l'adoption passe par plein de petites applications. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et donc, Pierre, ravi de t'avoir avec nous. Merci d'être là. J'ai hâte qu'on parle de tous ces sujets d'applicatifs, ta vision un peu de l'adoption IA. Et écoute, pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter? Ouais, salut Thomas. Donc, je suis Pierre de la Grand-Rive. Je suis le CEO de Delos. Delos, c'est une boîte qui a 2 ans maintenant. À l'origine, j'ai monté ça avec mon frère, Thibaut. Voilà. On cherchait à monter quelque chose ensemble et ça a été vraiment, quand on a vu ChatGPT le 30 novembre 2022, je me souviens de la date, ça a été un choc électrique. On s'est dit, là, il y a quelque chose de formidable à faire. C'est une rupture comme il en arrive une fois tous les 25, peut-être tous les 50 ans. Et ça, cette conviction ne nous a pas quittés. C'est juste, je rebondis là-dessus, tu vois, je fais pas mal de ping-pong, mais c'est marrant que tu parles de la date, parce que moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu ChatGPT aussi. Ouais. Je pense qu'on se souvient tous. Et alors, je vais parler de moi 2 secondes, mais pour la petite anecdote, moi, j'étais en train de préparer un discours pour une intervention sur un sujet où j'étais censé être l'expert de l'entreprise. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un peu un discours, comment il aurait fait ça. Et je me suis auto-remplacé en 3 prompts. Et je me suis dit, bon, là, il y a un vrai problème. Il faut que je m'intéresse au sujet. Donc, toi, tu as eu une expérience un peu similaire, quoi. Un peu la même chose. Mais ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'est monter un projet un peu complexe là-dessus. Donc, on s'est lancé dans un journal autonome. On a monté le premier projet, je crois, de journal 100% autonome. On allait lire des milliers d'articles tous les jours sur Internet, composer des newsletters personnalisés. Les gens choisissaient leur ton, leur longueur, un petit peu. C'était un projet concept pour se dire, en fait, il y avait déjà l'idée que l'IA générative, c'était pas que le prompt et le chatbot. C'est un peu notre thèse depuis le début. Et qu'il fallait aller plus loin. Et donc voilà, le projet a bien fonctionné techniquement. Sur l'adoption, ça donnait quoi ce premier projet? Parce que je pose la question parce que moi aussi j'ai commencé par la tech, je voulais faire des études consommateurs avec de la donnée synthétique. Et techniquement, ça marchait. J'avais réussi à faire des données synthétiques 95% aussi fiables que des données où on avait interrogé des utilisateurs. Et quand je parlais de ça à mes clients, personne comprenait. Le changement, il était trop fort. Et donc, moi, c'est plutôt l'adoption qui m'a fait un peu squeezer ce projet-là et repartir sur d'autres sujets. On a eu un peu le même sujet. De toute façon, on s'était pas concentré sur ce projet parce que c'était pas un projet commercial à proprement parler, mais pour tester, quoi. Mais complètement d'accord avec toi. Quand tu arrives avec des principes, des concepts où tu dis, mais regardez, ça sera ça dans 5 ans. En entreprise, les gens te regardent en disant, mais attendez, à quel problème vous répondez concrètement là? Qu'est-ce que ça change pour moi tout de suite? Parlez-moi de choses concrètes. Exactement. Et donc, on est assez rapidement revenu. Enfin, on est tout de suite revenu au réel après ce projet, en allant voir des entreprises pendant 6-8 mois en mode conseil, en toquant aux portes et en disant bonjour, quels sont vos problèmes? Vous savez qu'il y a ChatGPT qui est sorti. Comment est-ce que ça peut vous aider? Et je pense que ça, vraiment dans l'ADN de notre boîte de Delos, qui est une boîte de tech dure. On a des ingénieurs, des chercheurs qui sont parmi les meilleurs en France, je pense, sur l'IA générative. Mais il y a cet ADN de pragmatisme. On va pas perdre du temps sur des benchmarks. L'enjeu, c'est pas les benchmarks. C'est pas l'académique, c'est pas est-ce qu'on peut résoudre des problèmes mathématiques que le top 0,01% seul peut résoudre. L'enjeu, c'est comment est-ce que ça change la vie des gens concrètement et comment est-ce que ils arrivent à l'adopter en profondeur.
J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. Je pense qu'il y a deux choses qui font que c'est hyper important d'être dans cette démarche. Premièrement, la technologie est plus accessible qu'avant. Donc, tu as des technologies incroyables, des papiers de recherche qui sont disponibles en open source. Donc, finalement, c'est plus simple de créer beaucoup d'intelligence. Et l'autre, c'est tout le modèle de financement des startups qui a un peu changé. Où avant, on allait primer la croissance à presque à excès. Et maintenant, on prime aussi la rentabilité, c'est-à-dire le moment présent. Est-ce que tu réponds à un besoin? Est-ce que tu arrives à chercher des clients? Et donc, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ces deux éléments-là qui fait que c'est vachement juste, en fait, d'être dans cette démarche-là. Bah, Et du coup, l'entreprise, on l'a montée en bootstrappant sur fonds propres. Et cet enjeu de rentabilité, on l'a eu tout de suite, en fait. Parce que si on rentrait pas d'argent, si on répondait pas à un problème concret que les entreprises se posaient, les entreprises, elles demandent pas des plans des plans sur 4-5 ans, quoi. Elles veulent, on fait un petit projet. Est-ce que à la fin ça sert ou ça sert pas? Donc ça nous a formés et à la bonne école. Bien sûr. Et après, assez rapidement, ça nous a permis de comprendre cet ADN de pragmatisme. On s'est quand même dit qu'on voulait faire un produit. Depuis le début, on veut scaler sur un produit. Et donc, on a fait cette plateforme, qui est une plateforme tout en un, avec une approche assez différente, donc qui est une plateforme bureautique pour les entreprises, clairement. Les grands acteurs aujourd'hui hésitent entre le B2C et le B2B, ils savent pas trop. Nous, c'est clairement orienté entreprise. Et l'approche qu'on a adoptée, c'est vraiment avec cette problématique de l'adoption au cœur, la prise en main pour les gens. Aujourd'hui, la grande majorité des gens dans les entreprises se retrouvent face à cette grande barre de chatbot qui est impressionnante d'une certaine manière. Et ils se disent, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui poser comme question, quoi. Ou de temps en temps, où ils l'utilisent une fois par jour et ils se disent, c'est chouette, mais c'est 5% de ce qu'on peut en tirer, ça. Il faut que ça soit, l'IA générative, c'est une technologie qui a le potentiel d'être dans notre quotidien à chaque instant, à chaque minute. Et c'est ça que ça doit être. Et pour ça, nous, on pense qu'il faut pas faire seulement du prompt et du chatbot. Ouais, je recontextualise un peu ce que tu dis. Tu disais les grands acteurs. Donc déjà, je sais pas à qui tu mentionnes, mais moi je pense à ChatGPT, Copilot, peut-être Anthropic, Claude et Mistral le chat. C'est ça à peu près toi les grands acteurs. C'est ça exactement, mais même les autres, les nouveaux, les DeepSeek, les Perplexity. Aujourd'hui, aussi, tout le monde fait plus ou moins du chatbot. On a une barre et on prompte. Et ça, c'est très réducteur. Ce que je trouve super intéressant dans votre réflexion, c'est que effectivement, alors pourquoi en fait tout le monde a fait un chatbot? Mon opinion, mon analyse, c'est que c'est parce que ChatGPT, il publie un chatbot et ça dépasse encore une semaine ou deux l'application c'est devenu l'application qui a le plus rapidement atteint les 1 million d'utilisateurs. Donc du coup, ils ont été un peu précurseurs. Tout le monde a fait des chatbots. Et maintenant, chacun a son chatbot et c'est l'interface unique. Et donc vous dites, mais en fait, il y a peut-être pas que le chatbot. Il y a aussi l'applicatif. Et moi, je vois un cas d'usage très simple, c'est par exemple, je veux faire de la traduction mais de bonne qualité. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur ChatGPT, je fais mon prompt, agis comme un traducteur expert, tu dois traduire ce contenu en français à l'anglais, mais respecte les problématiques culturelles. Nous, on a fait un prompt de traduction de l'anglais au néerlandais pour un de nos clients parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir une bonne traduction. On a fait un prompt qui fait une demi-page et qui vraiment les a bluffés. Ils se sont dit, mais vous êtes néerlandais. Donc, avec du prompt, on peut vraiment faire des choses qualitatives. Mais si, tous les jours, mon client, il doit faire un prompt d'une demi-page, il va pas s'en sortir. Donc, c'est là où vous vous dites, non, nous, on va créer, en fait, le bouton qui, en fait, met ce prompt-là dans un bouton. Et du coup, en termes d'utilisation, c'est juste, j'appuie sur un bouton, quoi. Alors, c'est même pas seulement un bouton. C'est le meilleur exemple que tu pouvais donner. Parce que la traduction, tout le monde sait que les grands modèles traduisent bien et ils traduisent effectivement extrêmement bien quand ils sont bien promptés. Mais aller faire de la traduction dans un chatbot, c'est désagréable. Effectivement, tu as cité le fait qu'il fallait remettre des grands prompts. Il faut, c'est du one shot. On lui demande de traduire quelque chose, mais si on veut
enfin, le cas d'usage courant, c'est l'écriture d'un mail. L'écriture d'un mail, on écrit on écrit une première phrase, puis une deuxième, puis on écrit au fur et à mesure. Et en fait, on a envie de voir la traduction s'écrire au fur et à mesure pour pouvoir la vérifier, pour pouvoir la corriger. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le chatbot et qu'on ne peut pas avoir par structure. Nous, on dit pas seulement qu'il faut mettre un bouton, et on a fait une application dédiée dans la plateforme qui s'appelle Trad. On pense que la meilleure interface de traduction, il faut pas réinventer la roue. Il y a DeepL, il y a Google Translate. C'est un texte source, un texte traduit, et les deux face à face. Quand on écrit à gauche, ça s'écrit à droite. On peut sur la droite avoir automatiquement des suggestions de reformulation de certaines phrases, parce que on n'est pas toujours convaincu par les phrases qui nous sont proposées. On a envie de voir des alternatives, on a envie de voir des exemples. Et ça, c'est une interface de traduction adaptée, et elle est adaptée pour deux raisons. Non seulement elle est adaptée pour l'usage, c'est agréable de faire ça. On peut utiliser ce genre d'interface 50 fois dans la journée. Il va y avoir aucune barrière à l'entrée. Tout a été pré-mâché. Et elle est intéressante parce que elle fait penser aux gens qui peuvent faire de la traduction. Et ça, c'est bête, mais... Il n'y a pas de barrière à l'entrée comme sur le prompt, il faut que je sois un bon prompt engineer. Voilà, exactement. Et dire aux gens, qu'il y ait une application dédiée Trad, les gens comprennent immédiatement à quoi ça sert. Ils n'ont pas à se poser la question, à se souvenir qu'ils peuvent traduire avec ou comment ils doivent traduire avec. Ça, c'est une indication d'interface qui s'applique à eux. Okay. Par contre, il y a un peu de technologie, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un prompt. Si on veut faire de la traduction, une traduction vraiment agréable, et c'est ce qu'on a fait, il faut mettre une technologie qu'on a appelée le LLM Live, avec un système d'IA qui travaille, de LLM qui travaille en arrière-plan, qui va pouvoir vraiment faire la traduction en direct, parce que c'est ce qu'on veut. Ce petit clic que certains proposent, qui est le clic à la fin, je traduis tout, il casse énormément la dynamique. Ah ouais, donc c'est LLM en direct dans le sens où moi, quand je vais écrire mon texte, je le vois se mettre en direct, quoi. Exactement. Comme sur DeepL. En fait, vraiment, sur cette application, on s'est inspiré de ce qui existait auparavant. Mais la grosse différence avec DeepL, c'est que DeepL, ça vient de Deep Learning. Deep Learning, c'est des technologies qui ont 7-10 ans. Et les LLM les dépassent largement, et on peut le voir sur n'importe quelle traduction. En fait, on vient prendre le meilleur de ce qui existait avant et de la nouvelle technologie, combiner les deux, et ça nous fait un moteur beaucoup plus puissant avec une interface adaptée. Je rigole parce que aujourd'hui, on est arrivé à ce moment où on dit le deep learning, c'est vieux. Tu sais, c'est fou déjà de dire. Mais c'est vrai, t'as raison, le LLM, c'est plus récent et c'est plus efficace. Et par rapport aux interfaces, aujourd'hui, sur ChatGPT ou Copilot ou les autres, c'est tous pareil. Tu peux déjà créer un petit GPT personnalisé, une sorte d'agent. Donc, il y a déjà un petit peu d'infrastructure de plateforme. Maintenant, c'est tout. Le plus que tu puisses faire en personnalisé, c'est créer un chatbot personnalisé sur ton prompt et ton contexte. Et donc, il n'y a pas vraiment de solution qui permettent d'allier les deux et d'avoir de l'interface comme vous avez fait. Et donc, ce que je me dis quand je t'écoute, c'est que tu réponds à un problème d'innovation important, c'est du product. Finalement, tu disais, vous avez les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs. Mais bon, là, ce que tu apportes, c'est du product, c'est comprendre l'utilisateur. Et ça me fait penser un peu, je sais pas si tu as regardé le film sur le fondateur de Spotify. Non, je l'ai pas vu, on m'en a beaucoup parlé. En fait, il y a un truc marrant, c'est la petite anecdote que tout le monde ressort, mais c'est il fait bosser ses ingénieurs, mais pendant des mois sur pour aller chercher le dixième de seconde, le dixième de seconde de latence, et il rend fou tout le monde. Les ingénieurs, je crois qu'il y en a qui démissionnent, ils se prennent la tête, ils disent non, c'est pas assez rapide, je veux que ça soit plus rapide. Et ça montre bien que finalement tout est une question d'usage. Et toi, c'est un peu comme ça que je comprends ce que vous faites, c'est d'aller chercher le bon usage, quoi. Absolument. Et c'est aller chercher le bon usage, aller combiner la technologie et l'expérience utilisateur. Ça aussi, je pense que c'est nouveau. Avec l'IA générative. Dans le passé, on avait une technologie qui était développée en laboratoire, plus ou moins, et progressivement, elle était intégrée à un produit et tout ça se faisait dans un cycle de plusieurs années par phase. Aujourd'hui, il faut penser la technologie. Quand je dis la technologie, c'est l'orchestration des modèles. Nous, notre test technologique, c'est l'orchestration des modèles. Il y a des LLM, il y a beaucoup de LLM qui existent sur le marché. Ils ont chacun leurs caractéristiques de performance, de vitesse, de coût et bien d'autres propres. Et il y a besoin d'une couche technologique d'orchestration de ces modèles pour faire les différentes tâches. C'est de la technologie dure, hein. C'est pas de l'interface, du décor, du simple front-end. Mais c'est ce que nous on appelle, même si c'est un peu pour rigoler, de la tuyauterie.
Le LLM, il existe. Tu as peut-être plusieurs outils qui existent. Toi, tu vas faire des systèmes, je sais pas, agentiques, multi-agentiques. En fait, effectivement, c'est la technologie dure. C'est pas faire une interface, mais c'est bien utiliser le bout d'IA qui t'intéresse, lui faire autre chose, etc. Donc c'est pas de la tu vois pas ça comme ça. De la tuyauterie quand on pense. Pour ne pas parler de nous, mais les systèmes de deep search sur Internet que tout le monde a sorti maintenant, les systèmes type Operator ou autre. Ouais. Toi, tu vois ça c'est de la ce que les gens appellent agentique. Bon. Ouais, on reviendra sur les notions. On définira ça. L'agentique, mais c'est de l'orchestration de modèles. Les modèles, il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau modèle pour développer ce genre de système. Par contre, ils sont extrêmement compliqués à penser et un système comme ça peut mobiliser plusieurs de nombreux modèles de langage. Ouais, nous, c'est un peu ça qu'on appelle la tuyauterie, mais je comprends que ça soit presque un peu dévalorisant, tu vois, mais effectivement, tu refais pas de LLM, juste tu fais en sorte que l'applicatif il soit juste et tu vas l'orchestrer pour que il réponde au bon usage, quoi. Oui, c'est ça, mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est pas seulement pour dire ce qu'on a fait c'est bien. Non, c'est vrai que c'est bien, mais c'est parce que en fait, je pense qu'il y a un biais, de chercheur, un biais de laboratoire qu'on a depuis 2 ans, qui consiste à se focaliser encore une fois sur l'aspect benchmark académique, à considérer que non seulement c'est la partie noble, mais c'est la partie importante. Et je pense que c'est un faux biais et que les prochaines ruptures technologiques, et on va en annoncer nous très bientôt, elles viendront de la couche du dessus. On en parlait avec Clément, donc que tu as rencontré l'invité d'un autre podcast. Moi qui étais dans des équipes data toute ma vie, tu vois, à moindre mesure, parce qu'on faisait pas de la recherche, mais la data science, c'était un peu lugubre. C'était très espacé des problématiques business. On n'était pas aux mêmes étages, on se parlait pas. Aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. L'IA, elle vivra si elle répond vraiment à des problématiques d'usage. Et les métiers, ils vivront s'ils sont capables d'intégrer l'IA. Donc en fait, cette couche dont tu parles, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est maintenant, il faut qu'elle réponde tout de suite à un besoin. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Complètement. Et je vais donner un exemple très concret de la combinaison entre la technologie et l'expérience utilisateur et pourquoi ça c'est nouveau. On a un module, une application sur notre plateforme qui s'appelle Docs. On peut venir interroger des documents en visualisant le document, en ayant du sourcing, ce qui est très important pour l'utilisateur. Ces systèmes-là, on n'est pas les seuls à les développer, il y a une très très grande variabilité à la question qui est posée par l'utilisateur, enfin au prompt. En fonction du prompt, ça peut, et c'est la problématique des systèmes RAG, ça peut bien marcher, mal marcher ou très mal marcher. RAG, juste en 2 secondes, Retrieval Augmented Generation, qui était la star de 2024. On a parlé que de ça. Comment est-ce qu'on peut connecter l'IA à la data, qui maintenant a été dépassée par les agents, on en reparlera, qui est la nouvelle star de l'année, mais qui a été un peu fantasmée, finalement assez complexe, parce que c'est pas si facile de demander à un LLM d'aller chercher la bonne information. Du coup, vous avez un petit peu justement orchestré pour que ça soit plus efficace. Exactement. Donc, on a développé une technologie qu'on a baptisée technologie post-RAG, qu'on a sorti il y a 8 mois maintenant, qui permet de dépasser tout un tas de limites. Je donne un exemple très concret. Le RAG, ça ne permet pas de faire des résumés de documents. C'est très embêtant parce que les gens chargent leurs documents, ils veulent poser des questions. Une question sur 2, enfin 50% des questions qui sont posées, c'est résume-moi ce document. Et là, paf, ça raconte complètement n'importe quoi. Ça va chercher 3 détails. Ouais, c'est ça. Ce que nous, on a vu, par exemple, quand on l'utilise, c'est que si tu as un document qui est long, tu demandes une synthèse. Souvent, il va te faire la synthèse du début. C'est pas consistant il va oublier des détails. Donc, il peut te faire des résumés, mais la qualité du résumé, en fait, elle est souvent, faut que tu relises tout, en fait, pour être sûr qu'il a tout mis dedans. Et du coup, t'as pas trop confiance au résumé du RAG, quoi. Totalement. Et là-dessus, donc si on prend cette application, il faut indiquer l'enjeu, c'est aussi d'indiquer aux gens ce qu'ils peuvent poser comme question et de faire marcher les technologies derrière qui vont permettre d'y répondre. Donc nous, ce qu'on a conçu, c'est un système qui permet à la fois de répondre. On s'est dit, les gens vont poser des questions de résumé et des questions de recherche et des questions sur certaines pages. On pense le produit comme ça et derrière, on bâtit la technologie en conséquence. Mais c'est pas un cycle où on a une technologie et derrière, on va chercher des usages. Les deux sont pensés ensemble par des gens qui travaillent dans les mêmes bureaux.
Et du coup, cette plateforme-là, tu as parlé de 2 ou 3 usages, mais tu peux nous dire plus globalement, nous présenter un petit peu c'est quoi finalement cette plateforme, ça change quoi versus un Copilot ou un ChatGPT? Ouais. Donc, Delos, c'est une plateforme qu'on a pensée comme l'espace de travail IA de demain, qui centralise tous les cas d'usage d'IA générative qui se présentent en entreprise. Donc, on a aujourd'hui 8 applications. Une application de recherche sur Internet, comparable en interface aussi bien qu'en performance à un système comme Perplexity. Une application de docs pour aller chercher des informations dans des documents et dans des multi-documents. Une application de rédaction qui est encore partie du même postulat que pour rédiger, il fallait pas parler à un chatbot. Une application de traduction, j'ai parlé. Une application de synthèse de réunion. Ça, c'est un cas qu'on retrouve, que tout le monde demande. Donc, tu peux mettre Delos dans ton Google Meet. Absolument. Ok. Nous, on l'a fait en maison, en plus, sans être aussi technique que vous, mais c'est pas si complexe. Souvent, on se rend pas compte, mais faire du speech to text, récupérer le transcript, c'est possible. Et je pense que, encore une fois, l'avoir tout en un. Finalement, toi, c'est pas ton cœur de métier, mais avoir ce petit applicatif en plus, ça génère encore plus d'attention sur ton outil, quoi. Alors, c'est le cœur de métier dans le sens où ce qu'on propose, c'est de l'IA simple dans le quotidien, en permanence avec les collaborateurs. Et nos plus beaux succès, c'est que on a des taux d'adoption qui sont 3 à 4 fois plus élevés que avec les outils classiques, les outils marchés, que ça soit des GPT, des copilotes. Comment tu mesures le taux d'adoption justement sur les outils? On le mesure à la fréquence d'usage des gens. T'as les stats en fait. Voilà. Donc nous, on a les stats. En plus, on a des stats qu'on rend au panneau administrateur. Donc les administrateurs peuvent regarder, vérifier que c'est bien pris en main. Et on a aujourd'hui 80% des gens des clients dans les entreprises qui l'utilisent plusieurs fois par semaine et beaucoup qui l'utilisent plusieurs fois par jour. C'est des stats qui sont très nettement au-dessus de ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment le nerf de la guerre, je pense. J'ai discuté avec le head of data d'une grande banque d'investissement. Eux, ils ont voulu déployer Copilot, sur l'ensemble des collaborateurs. C'est 2 millions d'euros en coût de licence. Donc en fait, quand tu dépenses 2 millions d'euros et que t'as pas d'adoption, ton ROI, il est catastrophique. Et donc, l'adoption, pour moi, c'est le KPI numéro 1 de l'IA bureautique, en tout cas. Mettez des licences de Delos, de ChatGPT, de Copilot. Alors, on préfère Delos, mais en tout cas, mettez des licences, mais pitié, gérez l'adoption. Faites en sorte qu'elle soit utilisée parce que sinon, vous allez perdre de l'argent, quoi. Ouais, bien sûr. Et là-dessus, c'est très simple. Enfin, nous, on a plusieurs de nos clients qui ont mené des tests à l'aveugle en comparaison. On a un cabinet de conseil qui, pendant 1 mois et demi, a pris Copilot, a fait un test de 15 personnes, a pris Cosmos, fait un test de 15 personnes. Il y avait 50% des gens à la fin qui recommandaient Copilot, 90% des gens qui recommandaient Cosmos, qui recommandaient Delos. Donc ça a été très clair, ils ont pris Delos. Aujourd'hui, on a une solution qui est en cours de déploiement chez Shiseido après des mois et des mois d'expérimentation de Copilot. On a une solution qui répond bien mieux à l'adoption. Et pourquoi? Et peut-être qu'on va en parler. La raison, notre thèse, ça a été de se dire, il y a 1 an, Copilot est sorti il y a à peu près 1 an et demi. Et on s'est dit au début, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que, on se l'est dit même avant de le voir, ça va pas marcher parce que la rupture technologique est trop profonde. Et qu'on peut pas, quand il y a une telle rupture qui survient, on ne peut pas prendre sa solution préexistante, essayer de l'adapter, de la tordre, de lui coller une nouvelle technologie qui n'a pas été pensée logiquement pour ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate et on pense que ça n'a effectivement pas marché, mais ça va pas marcher dans le futur non plus. Il faut repartir de zéro. C'est ce qu'on a eu le luxe de faire parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Et il y a aujourd'hui d'immenses possibilités qui sont ouvertes. On va parler un peu de ça parce que c'est un débat très intéressant. Moi, je suis forcément d'accord avec toi sur le fait que pour gérer les innovations de rupture, c'est 10 fois plus simple de recommencer de zéro. Ça a été aussi notre thèse d'entrepreneuriat avec AI Partners. Tu vois, moi, au départ, j'avais voulu mettre en place la task force dans mon ancienne entreprise pour l'IA générative. Je suis parti faire mon entreprise parce que c'est dur de changer la façon de travailler. Bien Donc sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais le problème,
là où j'ai envie qu'on en discute, c'est que le problème, c'est que c'est Microsoft. Et Microsoft, ils sont, souvent on dit le football, ça joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. C'est une phrase d'ancien, mais la tech c'est un peu comme ça, c'est Microsoft. Et donc je trouve que c'est aussi peut-être difficile de les enterrer totalement parce qu'en fait il y a un truc en fait finalement qui est important, c'est que ils ont une connexion avec les secteurs IT des entreprises qui est énorme. Nous quand tu vois on parle avec les clients, l'IT c'est Microsoft. Bien donc sûr. Ils ont pas que la tech, ils ont aussi cette implémentation qui est forte. Et en même temps je revais de ton côté, mais tu vois j'aime bien prendre un peu plusieurs points de vue. D'un autre côté, c'est vrai que Copilot aujourd'hui c'est technologiquement déceptif. Quand nous on le teste avec des clients qui sont souvent chez Microsoft, ils nous demandent notre avis, ils nous demandent d'essayer de passer à d'autres outils parce que c'est vrai que moi en plus je suis en train de faire une formation pour un autre client. L'interface elle change toutes les 2 semaines. Donc littéralement nous on apprend des features en formation et on leur dit bah ça c'est nouveau, c'était pas là la semaine dernière. Donc en plus c'est un peu évolutif, mais c'est vrai que c'est un peu déceptif. Donc ouais, il y a quelque chose à faire et en même temps c'est Microsoft, donc ça va être c'est un David contre Goliath aussi quoi. Ouais, c'est absolument David contre Goliath. Alors, je vais pas enterrer Microsoft aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que malgré cette implantation dans quasiment toutes les entreprises européennes et américaines, nous on a gagné nos premiers duels entre guillemets, où chez des très grands comptes qui devaient logiquement aller sur Microsoft, ils se sont dit c'est vrai que c'est logique, mais juste ça ne fonctionne pas. Donc on va choisir Delos. Ah, c'est fort quand même. C'est déjà des bons petits duels. C'est assez fort. Après des mois d'expérimentation, puis quand un DSI prend une décision comme ça, ou un CI, enfin un directeur de transformation, il doit rendre des comptes derrière. C'est-à-dire que s'il prend Microsoft, il ne prend pas de risque. Enfin, il prend le risque. On pourra pas lui reprocher d'avoir choisi Microsoft. S'il prend Delos, si ça fonctionne pas, on va lui dire mais pourquoi t'as pas choisi Microsoft. Donc on a eu ces premiers duels, ça a bien fonctionné. Et là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est que la vitesse c'est vrai depuis longtemps que les changements sont difficiles à faire pour les grandes structures. Mais ce qui est souvent rétorqué, c'est regardez l'exemple de Microsoft avec le cloud. Ils ont mis 10 ans, 12 ans à s'adapter, mais ils y sont parvenus. Et vous voyez bien, à la fin, c'est l'Allemagne, c'est Microsoft qui est. Mais là où il y a une différence, je pense, avec l'IA générative, c'est que les cycles d'évolution sont beaucoup, beaucoup plus courts. Le cloud, c'est une évolution qui prend 10, 15, 20 ans. C'est ça l'ordre de grandeur, l'échelle de temps. Et sur cette échelle de temps, une grosse structure, elle peut pivoter et entre guillemets, elle va perdre. Il va y avoir des fuites à droite, à gauche, des petits acteurs qui vont pouvoir monter, mais son inertie lui permet de s'adapter finalement si elle est dynamique. Mais là, le cycle, l'échelle de temps, c'est pas de l'ordre de la dizaine d'années, c'est pas de l'ordre de l'année, c'est de l'ordre de 6 mois, de 3 mois, peut-être demain d'un mois, et on va avoir des nouvelles innovations de rupture de plus en plus souvent. Et ça, pour cette raison-là, je pense qu'une petite structure avec les capacités de développement nouvelles des petites structures, donc peut-être on parlera. Ouais, mais je trouve que l'IA rabat les cartes en fait par rapport à ça. Tu vois, quand je t'écoutais, je me disais, en fait, je me suis souvenu, je sais pas si tu l'avais vu passer il y a quelques mois, une vidéo où Sam Altman, il parle avec des chercheurs indiens. Et donc, le chercheur indien dit, mais est-ce que vous pensez que nous, on pourrait créer une IA aussi puissante que vous en Inde est-ce que c'est possible? Sam Altman, il lui rayonnait. Littéralement, la vidéo, elle est en ligne. Il dit, essayez. Il lui dit un truc style, essayez, mais franchement, vous y arriverez jamais. Quelques mois plus tard, DeepSeek sort. Donc, l'IA chinoise avec beaucoup, beaucoup moins de moyens que OpenAI et des performances aussi puissantes. Certains diront meilleures. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de nouveau avec l'IA. Ça rabat les cartes, comme tu as dit, de la performance. Avant, il y avait une logique un peu de vélocité versus ta taille. Là, comme c'est tellement une innovation de rupture, c'est
le calcul, il est pas aussi simple que ça. Parfois, des petites équipes, elles vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Donc, je te rejoins quand même sur ce point-là, quoi. Des toutes petites équipes. On le voit avec les deux exemples dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est Cursor et Lovable, qui sont des équipes qui, avec une vingtaine de personnes, ont atteint des dizaines ou des centaines de millions d'ARR en l'espace de quelques mois. Peut-être juste pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas forcément ces technologies, tu peux juste introduire rapidement les concepts, ce que ça fait. Oui, alors Cursor et Lovable, c'est des solutions que je conseille d'ailleurs aux développeurs. Enfin, Cursor, c'est une solution que j'utilise qui est génial. Je leur fais de la pub, qui permet de coder d'une certaine manière en langage naturel. C'est intégré à l'éditeur de code et on va aller... Le bénéfice, c'est incommensurable. Enfin, on va aller 10, 20, 30 fois plus rapidement. C'est considérable. Les chiffres perdent un peu le sens. Enfin, on n'est pas sur plus 5, plus 10% d'efficacité. Quelque chose qu'on pouvait coder en 2, 4 semaines avant, on le fait en 1 heure sans avoir touché à une ligne de code. C'est une grosse rupture. Et un peu comme vous aussi, c'est finalement l'innovation, elle est dans l'orchestration. Parce qu'en fait, ils ont pas créé LLM. Ils ont créé l'orchestration, l'interface qui fait... Exactement. C'est un très bon exemple. C'est pour ça qu'on croit à ça. Et eux, il y a une grosse plus-value à ce qu'ils ont fait. Il ne s'agit pas, encore une fois, de brancher un modèle de langage. Il faut faire l'intégralité du système, les agents par derrière, l'interface pour que ça soit simple pour l'utilisateur et autres. Et en fait, avec ces technologies d'IA générative, à la fois parce qu'on va coder beaucoup plus rapidement, grâce à l'IA. Et en même temps, parce que l'IA permet, par la nature de cette technologie, qui est une technologie très polyvalente, de faire beaucoup plus de choses, on va pouvoir développer des systèmes avec une équipe de 20, 10, 5 personnes qui auraient pris des centaines, des milliers de personnes et des années à développer par le passé. Et ça, c'est un nouveau changement de paradigme considérable. Ouais, c'est marrant parce que depuis peut-être 6 mois, même un peu plus, on entendait ce fameux fantasme, ou en tout cas prédiction des grands ponts de l'IA. Un jour, il y aura des entreprises à 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, one person billion company. Exactement. Ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça existe encore, j'en ai pas entendu parler, mais quand même, on a un truc entre les deux, entre ce qui existait avant, ou même d'ailleurs, pendant longtemps, c'était le chiffre qui représentait ta capacité à être une grande entreprise, c'était on est 100, on est 200, on est 300. Et j'ai l'impression que on n'est pas encore la one person billion company, mais on s'approche d'un changement de paradigme où on dit plus on est 50, on est 200, on dit limite c'est à l'inverse. Et ben tu vois, à 20, on a fait 5 millions. À 20, on a fait 10 millions. Totalement. On y va complètement. C'est pour ça qu'il faut garder des très petites équipes. Il faut pas essayer. L'enjeu, c'est d'aller vite. C'est pas de grossir les équipes parce que ça va ralentir fortement les process. Donc nous, chez Delos, on s'est structuré en prenant en étant très sélectif sur les gens qu'on fait rentrer chez nous et en prenant des petites équipes très mobiles qui vont aller extrêmement vite et qui vont être capables de développer des systèmes vraiment différenciants. Si tu veux, on peut creuser peut-être un peu cette partie-là justement. Comment est-ce que tu recrutes les talents pour intégrer ces 10 personnes billion compagnie, disons, comment tu recrutes et comment en fait tu structures les équipes justement dans cet esprit d'être véloce, rapide, efficace. Ouais. Les recrutements, on fait passer des entretiens techniques très serrés, que ça soit pour tout le monde dans l'entreprise, mais pour ma partie, donc que ça soit les ingénieurs ou les développeurs, avec des tests de mathématiques, de programmation avancés. Le test pour les développeurs, par exemple, on allume l'écran, on pose un problème de programmation. Il s'agit de développer une interface avec un back-end dans l'espace de 2 heures. On laisse la personne, et elle revient au bout de 2 heures, et elle nous présente son système et on peut juger. Maintenant, on a l'expérience. Avec ou sans curseur? Avec, on l'autorise complètement. Si la personne est capable de, il faut travailler avec, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Les développeurs sont pas encore si conscients que ça de l'existence de ces technologies. C'est étonnant. Souvent en formation, ça m'est arrivé 2-3 fois de faire découvrir aux développeurs que ça existait. Ouais. Et en fait, souvent, ils deviennent pas fous, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, complètement. Mais il y a pas de raison de faire passer les tests sans. Demain, et quand ils travailleront dans l'entreprise, ils travailleront. J'ai un peu digressé, mais si
t'es pas du tout capable de coder sans IA, est-ce que tu vas être un bon développeur? Peut-être pas. C'est juste que maintenant, c'est un outil dans ton quotidien, mais c'est sûr qu'il faut créer des bases sous-jacentes à l'IA. Mais c'est pas facile, franchement. Moi, j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est passionnant, quoi. Finalement, chez Delos, on a des ingénieurs avec des compétences statistiques mathématiques qui vont être aussi challengés par leur capacité à être créatifs dans leur utilisation. Donc là, c'est pas que de l'IA, faut de l'intelligence humaine en fait, pour être capable d'inventer ça, quoi. Avec une équipe commerciale qui est en permanence au contact du terrain, qui fait des formations, qui rencontre des clients toute la journée et qui fait remonter des besoins, qui apporte des intuitions aux ingénieurs qu'on passe au moulin à poivre, entre guillemets, qui est pas évidente parce que les clients n'ont pas... Les clients ont des intuitions, ils n'ont pas toujours les solutions et donc parfois ils nous demandent des choses qui ne sont pas pertinentes. Ouais. C'est la célèbre phrase de Ford, hein, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui aillent plus vite. C'est dur, je trouve, quand t'es entrepreneur, parce que justement, c'est dur de savoir quand est-ce que t'écoutes tes clients et quand est-ce que tu les écoutes pas. Et parfois, faut pas les écouter. Et ça, c'est pas facile, je trouve. Ouais, c'est un équilibre, c'est un équilibre difficile à faire, difficile à trouver. Un exemple très parlant. Depuis 1 an et demi, tout le monde nous demande de brancher un LLM à son drive. Ça, tu l'as probablement rencontré. Bien sûr. Le super RAG. Et parce que dans l'imaginaire des gens, ils se disent, je veux une IA qui est personnalisé. Voilà, complètement personnalisé, qui connaissent tous mes documents. Sauf que quand on essaye de faire ça, immédiatement ça plante parce qu'un drive est mal organisé, il y a des versions, il y a des documents qui ont 15 ans qu'on veut plus du tout utiliser. Donc pris de cette manière, le problème est pas bon. Mais pourtant l'intuition est juste. Donc comment est-ce qu'on vient proposer un système alternatif qui combine les deux? Ça, c'est une question passionnante et c'est pas une question qu'un statisticien pourra répondre. Pourra résoudre. Une décrétion rapide, mais moi je comprends pas pourquoi il y a toujours pas d'acteur, en tout cas que j'ai pas vu, qui s'est positionné sur la data préparation en amont de l'IA. Tu vois, je viens ranger votre drive, je viens ranger toutes vos data à la préparer. Parce qu'en fait, si t'as pas une donnée qui est clean, qui est ingérable, ça marche pas. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas, tu vois, le Hugging Face de la préparation de la donnée ou le ChatGPT de la préparation de la donnée. Mais parce que la préparer, pourquoi? Il faut la préparer. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut la préparer, mais il faut la préparer pour un usage derrière. Et l'usage précis derrière, il est pas encore là. Ouais. Et je dirais même, il faut penser la préparation et l'usage en même temps. Ah, c'est vrai. Ouais. Et c'est ça un peu la difficulté. Donc, par exemple, dans notre système, parce qu'on a un système documentaire qui est en train d'évoluer fortement puisque les gens apportent leurs documents et maintenant on va pouvoir exploiter. L'enjeu, c'est de transformer ces applications documentaires en données non seulement exploitables par l'IA, mais qui soient structurées pour certains usages de l'IA et qui soient structurées dès son arrivée, dès sa naissance, dès que les gens mettent des documents, dès que... By design, par principe, tu vas préparer ta donnée pour faire de la synthèse, pour faire... Absolument. Ok. Intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de Perplexity et tu as dû voir, et on en avait parlé avec Thibaut de Partout, Perplexity, ils ont aussi racheté des outils qui permettent de faire de la recherche documentaire dans tes propres documents. Et on avait un petit peu exploré le sujet du super assistant. Ouais. Parce que tu dis, en fait, mes concurrents, c'est plein des Perplexity, des copilotes. Finalement, est-ce que l'avenir, un peu comme Delos, c'est pas un super assistant où tu peux faire à la fois de la recherche sur Internet, de la recherche dans tes documents, et est-ce que finalement on va pas se retrouver avec un assistant versus 5-6 applications, mais un super assistant qui sera hyper personnalisé sur ta recherche Internet, sur tes documents internes, qui connaîtra tes emails, tu vois, un assistant personnel, parce que c'est pas ça l'avenir de la recherche, quoi. Absolument, mais nous c'est complètement ce qu'on prépare, c'est-à-dire que cet espace dans l'espace Delos, l'espace IA, les entreprises vont pouvoir renseigner leurs différentes données, vont pouvoir mettre entre guillemets toutes les pièces du puzzle, leurs réunions, leurs documents, leurs recherches internet, les documents qu'elles veulent traduire. On a une application qui est sans équivalent sur le marché, qui est vraiment très belle, qui est une application de veille automatisée. Et quand on a cette donnée, on peut mettre une couche de super IA qui met toutes ces données en réseau, qui les met en résonance. Et du coup, le puzzle devient cohérent. Et il ne devient cohérent qu'à ce moment-là. Il faut que ça ait été pensé depuis le début.
Parce que si on n'a pas cette préoccupation dès le début, dès la conception du logiciel, on va pas pouvoir y arriver. Mais c'est vraiment la vision qu'on a chez Delos, et on va dans le courant de l'année, même dans le courant du semestre, intégrer les quelques briques manquantes pour terminer cette justement d'être sur toute la chaîne de valeur du travail. Donc il nous manque les couches de calendrier et de mailing, et à partir de ce moment-là, on couvrira l'ensemble du spectre, ou une grande partie du spectre du travail. Mais c'est ça le sujet, en fait. Finalement, le marché, c'est le marché de l'outil bureautique. Ouais. Donc, demain, d'avoir un Delos à la place d'un Microsoft ou d'un Google. Dans le sens, en tout cas, que on peut pas, les utilisateurs, ils peuvent pas vraiment avoir 6 applications. Et plus tu vas être capable de concentrer un maximum d'outils dedans, plus tu vas gagner la garde de l'attention de ce jeu-là. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est un peu ça ton marché, quoi. C'est l'outil bureautique en lui-même. À la fois, c'est beaucoup plus simple à administrer pour des entreprises d'avoir un outil. C'est évidemment proportionnellement moins cher. Nous, on a 8 applications. Chaque application prise indépendamment sur le marché coûte le prix de notre abonnement. Les données peuvent communiquer entre elles, ce qui est fondamental, puisque ce qu'on anticipe, et comme tu le disais, c'est cette couche d'IA par-dessus. Alors, est-ce qu'on va remplacer Google et Microsoft ? On n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, on est pragmatique. On s'intègre dans les outils existants de manière intelligente pour pas aller justement prendre, le pendant de s'intégrer trop en profondeur. Ces espaces sont des espaces qui ne sont pas pensés pour l'IA générative à l'origine. Ça, et ça, tout le monde le constate. Donc, il faut s'intégrer de manière intelligente, de manière fine, et progressivement construire un espace de travail, permettre aux collaborateurs de travailler dans leur espace actuel, et peut-être demain devenir beaucoup plus chez Deloitte. Il y a une question que je veux absolument te poser quand tu parles des outils qui sont pas faits pour l'IA générative. Moi, il y a un sujet que tous mes clients me demandent, et aujourd'hui, il y a aucune solution qui le fait correctement. Peut-être que tu as commencé à le deviner, mais c'est les présentations. Que ça soit sur Google Slide ou sur Microsoft. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur Google, quand tu es sur Tableau, qui est un outil de BI, tu peux générer une présentation Google Slide. C'est pas bien, c'est pas terrible. Sur Microsoft, tu peux générer une présentation, c'est pas terrible. Quand on se parle de productivité, il y a pas une entreprise où quelqu'un passe pas son temps et beaucoup de temps à faire des présentations. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Delos présentation, peut-être même explique-nous à quel point c'est compliqué en fait, parce que ça c'est vraiment le cas d'usage qu'on me demande en permanence. Ouais, totalement. Il y a un acteur qui s'est lancé là-dessus que tu connais, puisque j'ai vu que tu avais fait un post récemment, c'est Gamma, qui est qui est assez déceptif. Enfin, on peut faire quelques petites présentations, mais en réalité, quand on veut faire des choses sérieuses, on peut pas. Ouais, je suis d'accord. C'est mon effet wow en formation, c'est que j'aime bien prendre une vidéo YouTube, je prends le transcript, je le mets sur Gamma. Et là, tu as la présentation qui se fait. Il y a un effet waouh qui est indéniable. Maintenant, donc on écoute des consultants chez AI Partners. On fait de facto beaucoup de présentations. On n'arrive pas à l'intégrer dans notre quotidien parce que tu as ce côté sur mesure, pur et parfait. Le côté aléa de l'IA générative qui est dans l'IA générative. On peut pas se le permettre dans notre métier. Ce qui fait que Gamma, donc voilà, on ne peut pas utiliser Gamma et pour autant, je sais que tous mes clients ils seraient intéressés, donc c'est un sujet. Je ferai pas d'annonce là tout de suite, mais on travaille sur le sujet. C'est compliqué pour 2 raisons. La première raison, c'est que les présentations, c'est pas un format qui est adapté au LLM, parce que c'est un format qui est visuel, qui est extrêmement visuel et qui combine à la fois des positions, du contenu textuel, du contenu visuel, alors que les LLM sont proprement parlé entraînés sur des textes et des suites de textes. Donc il y a un problème de format. Le deuxième, c'est un problème d'usage. Quand on réfléchit à la manière dont on fait des présentations, nous les humains qui travaillent, on part jamais dans le vide de zéro, ou peut-être pour la première présentation de sa vie, on va aller chercher des présentations qui existent, on va s'en inspirer, on va les reprendre, on va les remodeler.
Et c'est comme ça qu'on travaille avec les présentations. Et ça, je pense que ça va pas changer parce que quand il y a des interfaces, des visuels qui nous plaisent, on a envie de les reprendre et on aura envie de les reprendre. Ouais, puis comme tu vas la présenter a priori, Oui. il faut qu'elle te convienne, il faut que tu sois familier avec. Donc, Oui. je pense même qu'une présentation En plus. faite à 100%, En plus, c'est pas toi qui l'as faite, tu vas peut-être pas bien te l'approprier en fait. En plus, et ça c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui parlent de collaboration avec avec l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'une certaine manière, c'est relié au paradigme du chatbot, parce que le paradigme du chatbot, ou ce que cherchent des entreprises comme OpenAI ou l'AGI, c'est un système à qui on pose une question et il nous fait tout. Et ça, donc l'interface est assez proche de cette logique-là. Et ça, c'est une logique qui me dérange, pas seulement d'un point de vue humain, du remplacement, qui évidemment pose énormément de questions, mais je pense pas que demain on travaillera comme ça. Demain on travaillera en collaboration. On travaillera beaucoup plus vite. Toutes les étapes intermédiaires seront raccourcies, écrasées, voire disparaîtront. Mais par contre, l'homme sera nodal dans sa réflexion. Et il faut penser des systèmes qui permettent à l'homme d'être dans une interaction très fine avec l'IA. Ouais, je pense que nous, c'est un sujet auquel on réfléchit beaucoup chez AI Partners, à cette collaboration humain-AI. Et je pense qu'en fait, il y a juste une erreur qui est réalisée, c'est de penser que les rapports humains sont régis uniquement par l'intelligence mathématique. Ouais. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que, effectivement, avoir des IA qui vont être sur l'intelligence mathématique, statistique, capacité d'analyse très bonne. Mais en fait, dans l'intelligence humaine et dans les relations humaines, il y a de la créativité, de la stratégie, de l'empathie. Et tu vois, si toi, t'es un background d'ingénieur, tu dois savoir mieux que moi que pour créer ça artificiellement, c'est de l'ordre quasiment de l'impossible. Même si on a une IA généraliste qui est meilleure en mathématiques, on n'aura pas, tu vois, cette capacité de créer de l'empathie. Bien sûr. Et je pense qu'en fait, il faut juste accepter que les relations humaines, c'est pas que de l'intelligence. C'est aussi le fait de convaincre, le fait d'être intéressé par l'autre. Et ça, je vois pas forcément beaucoup de place pour l'IA dedans, quoi. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect. Les trois que tu as cités, créativité, stratégie et empathie. Même si sur l'empathie, il y a des gens il y a des études statistiques qui disaient que des personnes apprécient dialoguer avec un chatbot empathique, parfois plus qu'avec des humains. Je vais pas vérifier les sources. Bah, comme le LLM, il est là pour te donner une réponse qui te satisfait. En fait, parfois, c'est plus agréable de parler avec l'IA qui va te dire tout le temps ce que tu veux. Totalement. Non, mais c'est pas forcément constructif. C'est un vaste débat, mais non, c'est sûr, c'est un vaste débat. Mais en tout cas, pour revenir au sujet des présentations, c'est quelque chose qu'on a dans un coin de la tête, qui est complexe, qu'il faut et dans tout ce qu'on sort, nous on s'est vraiment gardé des annonces qu'on ne pouvait pas tenir. Du buzz qui immédiatement après fait un flop, ce qui a été le travers. Je pense qu'on en revient parce que les gens sont fatigués là de 2 ans et demi d'annonces grandiloquentes où on leur dit où après ils testent et au premier clic tout saute et ça. Nous on est fatigués en tout cas. Ouais, voilà. Et nous, toi t'es fatigué, je le vois. T'as un discours pragmatique et de raison qui est avec lequel je suis 100% en ligne. Non, mais c'est vrai, il y a trop d'annonces. Comme tu l'as dit, c'est une bataille médiatique où chacun va faire sa nouvelle innovation, mais on se parle de temporalité de semaines, quoi. C'est chaque semaine, il y a 3-4 nouvelles innovations. C'est vrai qu'il y a des innovations. C'est vrai qu'il y a des innovations toutes les semaines. Ce qui est fatigant, c'est que 90% de ces innovations sont non fonctionnelles ou non utiles ou impossibles à prendre en main. Et ça, c'est ce qui me dérange. On est à un moment charnière là, je pense, dans les 4-6 mois à venir, où les gens demandent un peu des comptes. Hein. Tu vois, t'as parlé de 2 millions d'investissements dans Copilot. Bon, bah les DSI, les directeurs de ces programmes doivent aller expliquer qu'est-ce qu'on en tire, quel est le bilan, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, comment on fait, et voilà. Et je pense que, enfin, pour nous, Delos, dans notre stratégie, c'est un moment clé. Tu vois la courbe de l'innovation
qui fait la courbe comme de Gartner, ça, bien sûr. la courbe de Gartner qui monte. L'innovation, ça monte très très vite. Ouais. Ensuite, il y a le sommet de la désillusion. Le sommet de la désillusion, ça redescend quasiment aussi bas que là où ça avait commencé. Ouais. Et ensuite, ça repart de façon beaucoup plus linéaire. Ouais. Et je pense que on est quelque part en haut, même si je pensais qu'on était en haut là et on continue de monter. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours pensé que si ça devait chuter un peu comme ça serait parce que on n'a pas été capable de prouver le ROI de l'IA. Le fait que l'IA soit utile, moi, j'en suis persuadé, je le vois au quotidien. Le fait que l'IA génère un ROI, quand tu dois investir autant, quand tu dois faire autant d'efforts de travail pour finalement gagner 2 heures, tu perds du ROI. Donc finalement, ton investissement, il est pas bon. Et je pense que c'est important d'être dans une logique ROIste. Ok, je vais investir, je sais pas, entre 20, 30, 40 euros dans une solution bureautique, mais il faut qu'elle me génère du ROI. Donc, il faut que je mesure le temps gagné. Il faut que je puisse contrôler. Tu parlais tout à l'heure d'un moniteur qui permet de savoir qui l'utilise. Si on n'est pas dans une vérification du ROI sur l'IA, moi, je pense qu'on va tous être déçus et c'est normal. Bah, là où je pense qu'il va pas y avoir de désillusion, c'est que c'est que nos clients ils utilisent la solution toute la journée. Enfin, ils gagnent en moyenne plusieurs heures par semaine. On a des gens qui nous ont dit qu'avec la solution, ils gagnaient plusieurs jours par semaine. Donc, franchement, je suis même pas étonné parce que si t'as le bon cas d'usage, il y a des métiers, tu vois, on faisait des diagnostics ou des personnes qui faisaient 2 jours par semaine de facturation. Alors là, tu sais que tu peux mettre de l'agentique, donc je suis même pas étonné. Donc je pense pas qu'il y aura une désillusion globale sur l'IA générative, mais il y aura une désillusion et il y a déjà des désillusions sur des solutions. C'est ça. Tu as certaines solutions où, tu vois, quand tu dois dépenser 50 euros par mois pour un bout de solution que tu vas utiliser 2 fois dans le mois, en fait, là, il n'y a pas d'ROI. Donc là, désillusion. Bon, écoute, on a fait pas mal le tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains temps chez Delos? C'est quoi un peu vos prochains objectifs ou les prochaines actualités? Donc là, on vient de valider un financement important qui va nous permettre vraiment de nous développer sur l'année à venir. On double les effectifs, on va passer à une 30aine de personnes. On a donc on reste à une taille modeste, mais enfin une taille modeste, à une taille qui nous permet d'avancer vite, mais ça va nous permettre de faire encore plus d'applications et de fonctionnalités. Nos objectifs, nous, pour l'année, c'est consolider le marché français, nous faire un nom fort. Notre solution aujourd'hui, je pense que elle est en train de devenir une solution de référence. Et c'est vraiment l'objectif en France. Et aller nous implanter aux États-Unis et faire connaître la solution. Ouais, vous êtes en train d'essayer de regarder là pour aller mettre un bureau aux États-Unis ou commencer à être là-bas? Absolument. Donc on commence à regarder. On a des plutôt New York ou plutôt San Francisco? Alors, on va probablement garder la R&D en France. Et donc plutôt la côte est. Du coup, New York, business. Pour le trajet, mais rien n'est encore arrêté là-dessus. Et après, technologiquement, on va faire très prochainement, très prochainement, des annonces très fortes. Là, on va sortir une nouvelle génération de solutions d'IA générative. On a une plateforme qui est nettement plus complexe, mais ce qu'on va proposer, c'est encore deux étapes au-dessus, et j'espère que ça va faire du bruit. Ok, bah écoute, on mettra de toute façon dans le commentaire des podcasts, on mettra lien pour te suivre toi, suivre Delos, et on aura plaisir de partager tout ça. Donc c'était un plaisir en tout cas. Merci Thomas. Et à très vite. Ouais, à très vite.